Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, du coup, je suis en région parisienne. J'ai la chance de pouvoir accueillir sur l'émission Isabelle Picazzo. Salut Isabelle. Salut, merci de m'avoir invité. Écoute, merci d'être là pour un nouvel épisode. Merci de m'accueillir dans l'endroit où tu passes un peu de temps, qui s'appelle La Ruche, je crois. Je crois qu'on est dans je sais pas dans quel arrondissement de Paris on est, mais en tout cas... Oui, on est dans le 20e arrondissement de Paris et c'est l'incubateur qui m'accompagne depuis un mois déjà. Et voilà, donc je suis aussi de passage ici à Paris, sinon je suis normalement à Marseille. Voilà, Marseille, une ville que je connais bien, hein. Ville de mes origines. Et du coup, donc tu es dans une ruche et on t'accompagne pour, en fait, tu es en train de développer une entreprise pour le bien-être en entreprise, c'est bien ça? C'est bien ça en fait. J'ai commencé depuis le mois de septembre et donc je suis tout au début de l'entreprise et je me fais accompagner par la ruche. Voilà. Un programme de 9 mois à peu près. Ok, du coup on aura l'occasion de se revoir régulièrement à Paris ou à Marseille, parce que de temps en temps ça donne envie de retourner là où il fait chaud, beau. Aujourd'hui, moins 2 degrés à Paris, Marseille, 16 degrés. Une grosse différence quand même. Un peu, ouais. À 3 heures de train. Ok, alors tu connais le principe de l'émission du podcast, donc on va parler de ton mental, on va parler de toi, mais on va tout de suite commencer par un portrait chinois. Ok, allez, c'est parti. C'est ok. Alors, Isabelle, si tu devais être une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? L'orange, mais l'orange du coucher de soleil, voilà, parce que ça me rappelle à mon enfance tout au sud de l'Espagne, et voilà, c'est vraiment la couleur qui me plaît. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu ? Alors mon livre préféré quand j'étais toute jeune et qui reste toujours mon préféré, c'est il faut que je trouve le nom en français parce que je suis espagnole d'origine. C'est Le corps en encre de Cornelia Funke. Voilà. Le moment de la journée que tu préfères? Le soir quand je vais dormir. Surtout à ce moment que je suis assez fatiguée, donc le soir. Pourquoi le soir? Alors déjà c'est parce que c'est mon moment préféré où j'ai plutôt plus de créativité on va dire et j'aime bien. C'est un moment qui me calme. Voilà. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Résilience. Résilience. Pourquoi la résilience? Parce que je crois que c'est ce qui a surtout marqué mon parcours personnel et j'essaye toujours de me l'appliquer tout le temps. Ouais. Si tu étais une fleur, quelle fleur serais-tu? Le jasmin. C'est une odeur que j'adore, donc je dirais le jasmin. Si tu devais être une musique? Titre musique? Une musique. Ça peut être de la musique classique, ça peut être de la musique moderne. Plutôt moderne. Ouais, plutôt moderne. Et pourquoi? Je m'identifie plus avec ça. En fait, j'aime bien quand il y a les paroles, quand je peux suivre et quand je m'identifie avec c'est ce que la chanson est en train de me transmettre, en train de dire. Et ouais, c'est plutôt ça. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Alors j'ai une que j'utilise tout le temps, c'est « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Voilà. Elle est belle. Ouais. Regarde. Allez, encore quelques-unes. Si tu étais un objet, quel objet serais-tu? Alors là, je dirais direct dans le lit, parce que je me suis réveillée très tôt ce matin, donc j'ai juste envie de rentrer ce soir et de bien dormir. Donc en lit. Allez, une dernière. Allez. Si tu étais un mot, quel mot choisirais-tu? Paix. Autant la paix intérieure et la paix en général, ouais, la paix d'esprit. Ok.
Bah, écoute, merci pour ce petit portrait chinois. Allez. Et écoute, on va attaquer, on va parler de ton mental. On va commencer par ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? C'est ce qui m'inspire, le parcours général, c'est de pas lâcher. De peu importe ce qui peut nous arriver ou peu importe ce qui m'est arrivé en fait. J'ai pas eu envie de lâcher. Et j'ai toujours voulu continuer. Et je pense que ça m'a affecté le côté personnel, professionnel. Et je rejoins du coup la qualité que j'ai dit tout à l'heure, c'est la résilience. C'est vraiment important pour moi de toujours me rappeler pourquoi je suis en train de faire quelque chose et de ne pas lâcher. Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite aujourd'hui? D'avoir vu devant mes yeux comment toute ma vie est tombée. Tout ce que j'avais connu auparavant disparaît. Tous mes piliers familial, piliers de tout enfant, quoi. Et de voir ça, le voir tomber et de me dire, ok, maintenant c'est moi qui va construire ça par moi-même. Et je suis encore en cours de le faire parce que ça arrivé il y a pas très longtemps. Mais je crois que c'est ma satisfaction et ma fierté d'avoir tombé vraiment dans les plus noirs et être relevé. Ton parcours, tu peux nous en dire 2 mots? Du coup, du coup, tu es en train de créer quelque chose, mais du coup, tu es passé par quelles étapes? Tu as fait quelles études? Moi, du coup, je suis espagnole. Ça fait 6 ans que je suis en France. Donc, j'ai fait les études. J'ai fait une licence en business à Séville, parce que c'est ma ville d'origine. Et après, ici en France, j'ai fait une école de commerce. Et je suis venue aussi à Paris pour me spécialiser en communication. Donc, c'est un peu le parcours d'entreprise. Et en fait, il y a un peu plus d'1 an, je suis partie en arrêt maladie pour un burn-out. Et c'est là aussi que du coup, j'ai commencé une profonde dépression et anxiété. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de me lancer en entrepreneuriat. Parce que j'avais trouvé l'idée pour développer ça. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Ah oui. Moi, de toute façon, comme je dis dans ma phrase, tout est possible. Donc, et d'ailleurs, je le vois souvent. Enfin, moi, je viens d'une famille de Séville assez traditionnelle. Donc, à chaque fois que je parlais des ambitions ou des rêves d'enfants, on me disait, mais Isabelle, ça c'est pas fait pour toi. Et quand j'entends dire que je peux pas, moi, je vais dire, attends, je vais trouver comment faire pour te prouver que c'est possible. Donc, ouais, il n'y a rien qui est impossible. Ok. Allez, on parle mental? Allez. Alors, si ce mot-là, le mot mental, tu devais le définir, ça serait quoi ta définition à toi, Isabelle? Alors, souvent, on entend le mental, donc on différencie souvent entre mental, donc tout ce qui est subjectif, tout ce qui est dans nos cerveaux, nos têtes, et on parle aussi du physique. Pour moi, le mental, c'est tout ce qui nous constitue à nous. Ça va être ma façon d'être, ma personnalité, c'est ce qui va vraiment me définir à moi en tant qu'Isabelle. Tu pourras avoir peut-être d'autres femmes brunes, du marron, d'origine espagnole, mais en fait c'est la globalité de qui je suis qui va me faire différente aux autres. Donc pour moi, les mentales, c'est ça, c'est toute la subjectivité de l'être humain qui lui fait unique. Si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, comment tu la décrirais, cette personne? Alors déjà, une personne qui s'y connaît à soi-même, parce que il faut savoir à quel moment, parce que le mental, ça peut aussi passer par lâcher prise, par se dire en fait je ne suis pas capable d'arriver, je peux pas. Et pour cela, il faut bien se connaître à soi-même. Donc une personne avec un bon mental, donc déjà, il sait très bien qui il est, qui sait performer. Ses émotions aussi. Elle est capable de mettre des mots à ses émotions, parce que quand on sait faire ça, on peut les laisser vivre. Et laisser vivre les émotions, c'est assez important, je trouve, pour un bon mental en tout cas. Est-ce que tu as une façon particulière, toi, de te préparer mentalement? Est-ce que tu utilises des outils? Est-ce que tu as des choses que tu as mises en place avec le temps? Oui, alors moi je travaille beaucoup sur les objectifs. Et je me rends compte que c'est de plus en plus vrai maintenant avec l'entrepreneuriat. Je ne sais pas travailler si je n'ai pas un objectif, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Et surtout sur le long terme. J'ai besoin de savoir où j'y vais. Peu importe après si les chemins que j'ai choisi d'emprunter, il est bon ou mauvais. Mais j'ai besoin de savoir où je vais y aller. Parce que pour moi, si l'objectif est clair,
Parce que ça va arriver, hein, on peut avoir des problèmes sur le chemin, on peut avoir on peut se casser la gueule, on va dire. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on peut se relever et qu'on peut continuer à avancer. Pour moi, c'est ça mon mental. Et souvent, ce que j'essaye de me dire face à une situation concrète, ok, moi je veux ça, est-ce qu'il y a un plan B? Parce que parfois, je me mets un objectif et je me dis, c'est pas grave, il y aura une autre solution. Si moi, dans ma tête, je me dis non, il n'y a pas de solution, il n'y a rien d'autre, c'est que ça, alors je vais tout faire pour arriver. Et au moins, si j'y arrive pas, j'ai une sorte de satisfaction personnelle, je me dis, je me suis donné tout le moyen pour le faire. Donc au final, c'est de l'apprentissage que j'en sors. Et je pense que c'est une façon aussi d'apprendre l'échec, même si on n'atteint pas ses objectifs, c'est d'en sortir toujours l'apprentissage. Ok. Est-ce que selon toi, pour le mental, c'est primordial d'être enthousiaste? C'est une bonne question, surtout que j'ai entendu très souvent dernièrement ce mot enthousiasme. Ouais, je pense. Il faut être enthousiaste, ou parfois il y a des personnes qui ne le sont pas de nature propre, mais c'est aussi toujours intéressant de s'entourer des personnes enthousiastes ou qui nous rappellent les bonnes côtés de choses. Donc je pense que c'est assez déterminant, ouais. Est-ce que selon toi, c'est important de se connecter avec soi-même pour son mental? Ah oui. Moi en tout cas, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je pense que si j'ai un parcours un peu compliqué, c'est parce qu'il y a au fond de moi l'Isabelle qui était là, qui voulait faire ces choses propres à elle, mais tout le reste de l'entourage ou des facteurs externes l'ont fait être autre chose. Et au final, quand on arrive à se connecter à soi-même et qu'on fait les choses par soi-même, on arrive à avancer quand même plus sereinement, en tout cas. On va parler de confiance. Allez. C'est un thème qu'on entend souvent en ce moment, la confiance en soi. On manque de confiance. Comment alors, déjà, est-ce que ta confiance... Souvent, la confiance est fluctuant en fonction des domaines où on est expert. Et des périodes aussi, j'ai envie de dire. Il y a des périodes aussi, comme tu dis. Du coup, toi, ta confiance, comment tu l'as bâtie? Comment je l'ai construit comment tu l'as construit? Alors, je veux dire que je manque souvent de confiance en moi-même. Ça va dépendre de la période ou de la semaine ou de la charge mentale que je vais avoir à ce moment-là. Mais en mon cas particulier, je l'ai construit parce que, en fait, j'ai vécu avec un entourage qui a souvent manqué de confiance en moi-même. Et en fait, on va dire que si je ne croyais pas en moi-même, moi toute seule, j'aurais pas pu avancer. Donc, souvent, je me dis... t'es ton meilleur allié. Enfin, moi, je suis mon meilleur allié. Si c'est pas moi, personne va le faire. Personne va venir me sauver ou personne va venir m'aider. Et c'est un peu aussi la confiance en soi, c'est aussi apprendre à s'aimer à soi, je trouve. Et je le transcris par ça. Voilà. Mais je manque souvent et j'ai appris aussi à demander aux autres est-ce que t'es fier de moi? Est-ce que tu crois en moi? Et j'ai appris à le demander quand je suis pas capable de le me dire à moi-même, et je trouve ça aussi très important. Oui, de demander aux autres. Ouais. Faut bien justement, s'entourer. on va parler du regard des autres. Du coup, est-ce que ça te parle, le regard des autres? Oui, beaucoup, pour le bon et pour le mauvais. Surtout, souvent pour le mauvais, malheureusement. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Maintenant qu'on partage toute notre vie à travers des réseaux sociaux, que ce soit plus professionnel ou personnel, on a toujours un peu peur de ce que les autres vont penser de nous, et on oublie parfois de faire les choses par nous-mêmes. Ouais, je trouve qu'on est souvent très dicté par ce que la société va penser. Oui, après c'est vrai que après sur les réseaux sociaux, les gens montrent à voir que comme on dit, que le devant de la vitrine n'est jamais l'arrière-cuisine. Hein. Donc, mais il faut apprendre aussi du coup à se dire que c'est qu'une vitrine. Parce que malheureusement, en plus aujourd'hui, les plus jeunes commencent à prendre les réseaux sociaux. Et si on l'éduque pas justement que c'est qu'une vitrine, on pourrait avoir, je le ramène au milieu de la santé mentale. Tout ce qui est anxiété, dépression, on se compare beaucoup aux autres à travers les réseaux sociaux. Donc c'est important justement d'éduquer que c'est qu'une vitrine, c'est pas la vraie vie. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Une fois, j'avais vu c'est rigolo, j'avais vu une photo où en fait, c'était un gars, en fait, il avait dans ses toilettes, il avait une sorte de hublot qui ressemble à un hublot, tu sais, d'avion. Ouais. Et en fait, il était sur ses toilettes et en fait, il se prenait en photo avec le hublot et puis il avait mis les deux photos où en fait, on le voyait sur les toilettes et l'autre photo où on voyait qu'en fait, finalement, en fait, il faisait croire aux gens qu'il était en train de partir en voyage. Là, c'est un peu ça, hein. Mais ouais. Même moi, en fait, au début, j'étais la personne qui partageait tout à l'instantané et je le reconnais aujourd'hui. Si on voit par exemple une photo du moins, je sais pas, un X endroit, ça se trouve qu'en fait, je suis sur mon lit, tranquillement, un pyjama, et je suis pas du tout là, mais c'est aussi apprendre de profiter de l'instant présent, mais c'est autre sujet, mais carrément, il faut pas croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu aurais tendance à être quelqu'un qui reste positive? Et si oui, comment tu fais pour du coup entretenir cette positivité? Alors oui, j'ai envie de dire que oui, que je suis une personne qui essaye de voir le côté positif des choses. Et comment je reste à faire ça, c'est... alors, je sais pas si c'est vraiment lié à ces sujets, mais je pars du principe qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et je me dis que même dans les pires des cas qu'on peut vivre, on aura toujours appris quelque chose, ou en tout cas ça reste toujours une expérience. Donc ça va nous nourrir en tant que personne. Et parfois je vais pas être la personne la plus positive sur le coup, mais j'essaye vraiment après de me poser, de me dire mais c'est quoi le vrai fond de cette situation et qu'est-ce que je vais apprendre. Parce que en tout cas pour moi l'apprentissage c'est un cadeau, quoi. On va attaquer la partie un peu plus motivation. Allez. Déjà, t'es motivé là, pour venir jusqu'à Paris. pour avoir pris les 35 heures du matin. D'avoir perdu 14 degrés, même plus. Comment tu fais pour arriver à te motiver? C'est quoi tes techniques de motivation? La raison d'être, ou en tout cas pourquoi je fais ce que je fais. Et je pense que je suis assez chanceuse parce que du coup j'ai fait un métier qui est entrepreneuriat que j'ai choisi de faire, et avec surtout une entreprise que j'essaye de donner une vraie raison d'être, que je me l'applique tous les jours, et je vois comment ça a changé depuis que j'étais salariée ou quand j'étais étudiante à maintenant que j'y tiens mon projet à moi. Je sais pourquoi je me lève tous les matins et ça c'est la vraie motivation pour moi. En tout cas, c'est ce qui donne l'envie de continuer et de faire des efforts comme se réveiller tôt ou qu'on passait des nuits blanches à pas dormir, à cogiter sur des sujets. C'est savoir pourquoi on est en train de faire ça. Et il faut jamais le perdre de vue, je trouve. Quand tu étais salarié, tu étais dans quel domaine? Alors moi, je me suis spécialisée en communication et marketing. Donc c'était surtout réseaux sociaux. C'est pour ça que j'amène parfois la conversation vers ce sujet parce que je connaissais un peu bien. Ok, on va parler de gestion des émotions. Et j'aime bien ça. Du coup, quelles sont tes ressources psychologiques pour gérer la pression quand tu en as ou quand tu en ressens? J'ai envie de dire justement de lâcher prise en fait. Si je me sens sous pression, j'ai envie de dire je craque. Mais c'est ça, enfin, parfois je me dis j'ai juste envie de me mettre à pleurer, c'est ce que je fais, je me mets à pleurer et parfois j'entends qu'on me dit mais non mais il faut pas pleurer. Je dis si, c'est une expression de ce que j'ai au fond. Pleurer, parfois ça peut passer par la joie, ça peut passer par la fatigue, ça peut passer juste par c'est bon, je l'ai fait, je pleure, je lâche prise. Et justement la pression, c'est quelque chose qui nous arrive de manière externe ou interne, parce que c'est souvent moi mon cas, c'est moi-même qui se met beaucoup de pression. Et en fait j'essaye justement de limiter ça sur moi, et si j'ai envie de rigoler, je rigole, si j'ai envie de sauter et de faire des choses, enfin je sais pas, ou même pleurer, hein. C'est ça, je sais faire, c'est ce que notre corps nous demande de faire, voilà. En psychologie de la performance, okay. Surtout dans le sport, très souvent, on demande aux athlètes de se focaliser sur ce qui ne dépend que d'eux. Ouais. Et au contraire de ne pas prêter attention à des éléments parasites en fait sur lesquels ils n'ont aucune maîtrise. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais aussi, et est-ce que tu arrives à te l'appliquer dans tes métiers où tu étais salarié?
c'est justement une réflexion que je me suis faite hier soir en plus en parlant avec une personne. C'était quand il y a tellement de choses qu'on gère pas, que j'arrive pas à gérer. Maintenant, j'ai appris à donner la priorité. C'est ce que j'aime bien utiliser ce mot, donner la priorité à ce que moi je peux contrôler, et je me focalise sur ça. Parce que moi, j'ai l'impression que ça avance, parce que sinon, je peux me noyer dans les problèmes. Et du coup, je me rends compte que c'est un peu cette vision de sportif. C'est vrai que c'est un peu plus facile quand on est à son compte ou quand on fait l'entrepreneuriat, parce qu'on est capable de... alors, bien sûr, l'entrepreneuriat, il y a toujours de problèmes qui vont arriver qu'on ne sait pas comment résoudre, mais il faut savoir faire la part des choses, et se dire, ok, bah justement ça, je ne sais pas gérer. Soit je délègue à une personne, parce qu'il faut savoir aussi dire demander de l'aide, ou soit je me concentre sur ce que je peux et au moins j'avance. En tant que salarié, il y a parfois on a des différents niveaux d'organisation qui nous empêchent à être plus libre dans la gestion de tâches, mais il faut aussi apprendre à justement demander à la personne qui est responsable de ça de prioriser pour nous, sinon on peut pas le faire parce que c'est important. Alors justement, en fait, ça amène à une autre question. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Tu en penses quoi, toi? Ah ben, alors je sais pas si c'est la bonne réponse, mais pour moi, il faut savoir tout lâcher aussi. Sinon, moi, je saurais pas tenir le coup. Après, ça dépend de chaque personne. Hein. Encore une fois, chaque personne gère ses émotions à sa manière, et chaque personne entend le lâcher prise par une manière ou autre. Mais on n'est pas des machines. Et c'est ça qui fait aussi notre potentiel humain, c'est justement qu'on peut pas tout faire, et il faut apprendre à lâcher prise, hein, dans tous les sens, en mon sens. Ok, tu as parlé du mot burn-out. Ouais. En tout cas dans tes anciennes sociétés où tu travaillais. Ouais. Est-ce que du coup tu voudrais en dire un petit mot ou pas, en fait, parce que très souvent en fait c'est quand même quelque chose c'est important d'en parler. Est-ce que tu voudrais parler un petit peu de cette expérience du burn-out que tu as vécu? Ouais. Et peut-être donner quelques conseils pour éviter de tomber dans le burn-out éventuellement, parce que finalement tu as dû prendre du recul avec cette expérience. Tu t'es affranchi du modèle salarial pour pouvoir te consacrer à un modèle entrepreneurial. Et du coup, ce serait intéressant en fait, du coup, d'avoir ton expérience sur cette. Alors, je sais, c'est pas rigolo à vivre et tout, mais avec le recul là, qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon? Je pense qu'en fait déjà le mot burn-out, comme tout autre mot lié à la santé mentale, c'est encore des mots tabous et qu'on n'ose pas souvent en parler. Moi j'en ai parlé ouvertement parce que moi il y a eu le burn-out, la dépression, l'anxiété, même les suicides qui m'ont touchée très personnellement, et en fait il faut déjà commencer à prendre la parole sur ça et pas avoir peur d'en parler. Il y a beaucoup d'employeurs d'entreprises, quand on leur parle de taux du burn-out, surtout suite au Covid, ça fait très peur alors que c'est une réalité, et il faut pas le prendre dans un sens, dans le mauvais sens, c'est-à-dire ok en fait on attaque l'entreprise. Non, c'est que je pense qu'il y a une transition qui est en train d'avoir lieu, et c'est super important de pas oublier que une personne, quand arrive le matin au travail, elle a une charge personnelle derrière ou sur ses épaules, et même si on passe tout au long de notre travail, on a une vie aussi à côté, et c'est justement cet équilibre entre vie et perso qui parfois est compliqué, qui peut mener une personne au burn-out si elle se sent pas en tout cas à l'aise au travail ou soutenue par son employeur dans ses conditions personnelles. Moi, ce qui m'est arrivé en tout cas, j'avais une situation personnelle assez instable, et forcément ma productivité au travail n'était pas la meilleure. Moi, en plus que je suis auto-perfectionniste avec moi-même, je me mettais beaucoup de pression, exigence à être toujours la meilleure, et je voyais que j'étais pas capable. Enfin, j'arrivais le matin au travail, j'étais devant mon ordi, je n'arrivais pas, et c'est une pression après l'autre. Et ça m'a mené vraiment à un épuisement. Pour moi, je l'appelle mon Big Bang. Enfin, c'est vraiment épuisement personnel et professionnel. Mais j'en tire beaucoup d'apprentissage, beaucoup de bonnes choses au final de ça. C'est une des choses qui me rend fière, c'est d'avoir pu transformer un peu ce mal, ou en tout cas cette expérience que je ne souhaite pas aux autres.
Mais j'en ai sorti quelque chose de fort et c'est mon projet entrepreneurial aujourd'hui. C'est l'entreprise Laura, c'est le nom de mon projet. Et en fait, mon objectif, c'est justement ça, c'est de sensibiliser au service RH de l'importance de prendre le bien-être mental de ses salariés à titre individuel, en fait. C'est important de mettre en place des solutions en collectif, bien sûr, mais c'est aussi à titre individuel, voilà. Et on le voit, hein, enfin, il y a une transition du modèle de travail qui arrive à grands pas, c'est l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Il est là. On peut pas passer de côté, en fait. Alors on sait que dans les entreprises, très souvent il y a la fameuse semaine de la qualité de vie au travail, mais bon, on sait très bien que ça suffit pas. Ouais. Toi, avec le recul, au moment où du coup tu étais en burn-out, qu'est-ce que tu aurais aimé que ton entreprise puisse mettre en place pour t'aider? En fait, c'est ce qui est important pour les entreprises aussi, c'est la prévention aussi. Parce que le problème, c'est que pour un salarié, quand il arrive à un moment de burn-out, ça va être très compliqué qu'il retourne en entreprise. Donc, au final, c'est un talent qui perd, en tout cas. Donc, pour moi, ça passe plutôt par de la prévention. Moi, c'est ce que j'aurais apprécié, ce que j'essaye de défendre avec mon projet Laura, c'est justement, en fait, avoir pu oser... avoir plus de, on va dire, des concessions vers ma vie personnelle qui étaient compliquées et d'avoir pu prendre le temps aussi pour gérer certains problèmes qui pouvaient être gérables. C'est pas toutes ces choses qu'on peut pas gérer nous-mêmes. Et en tout cas, être vu par l'employeur en tant qu'être humain et pas juste comme un chiffre de plus de productivité, en fait. Voilà. Parce que c'est souvent ça, on est chiffré, on est valorisé par le temps de travail, par le temps que ce travail va amener en termes de chiffre d'affaires. Et il ne faut pas oublier que les ressources humaines, c'est l'humain, c'est l'être humain qui est derrière. Il y a beaucoup d'entreprises qui font appel maintenant à des coachs sportifs qui viennent en entreprise pour du coup prévenir des burn-out, travailler sur la santé physique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je trouve que toute aide est bienvenue. Moi, j'avoue que j'ai jamais été une vraie sportive. Mais c'est justement quand j'ai été en dépression que j'ai commencé vraiment à mettre à fond avec les sports et j'ai commencé à me rendre compte de comment c'est un impact très positif sur le mental. Et je le ressens aujourd'hui, hein. Parfois, j'ai des périodes où je manque du temps pour faire du sport et ma productivité va être pas très au top, on va dire. Donc je trouve très intéressant le fait qu'il y a des coachs sportifs ou même qu'on accorde le temps aux salariés d'aller s'entraîner, de prendre son temps pour ça. Et moi, je pars toujours du principe que le bien-être mental est différent pour chacun et je connais beaucoup de personnes pour lesquelles le sport est un très bon moyen de force mentale et de bien-être mental. Donc pour moi, je trouve ça top qu'il y a des solutions qui se mettent en place. De même manière qu'il y a de la sophrologie qui est plus de la détente, si le salarié a juste envie de se défouler ou de juste apprendre comment gérer sa vie personnelle, sa productivité grâce au sport, je trouve ça génial. Alors je sais qu'il y a des communes qui ont mis en place en tout cas du sport par rapport à leurs agents et ils ont eu des très très bons résultats. En fait, ils ont eu du coup moins d'arrêt de travail, ils ont eu du coup aussi un regain aussi de cohésion d'équipe puisque finalement souvent ils faisaient le sport ensemble et tout ça. Du coup, je pense que ça a un effet très bénéfique tu vois, aussi bien en entreprise que dans les collectivités. Donc c'est vrai que le sport c'est la production de dopamine, ça fait du bien. C'est ça. Donc ça a un effet, donc on parle souvent de la prescription, la prescription de sport pour prévenir en tout cas de risques
en lien avec la santé, mais c'est vrai que faire un peu de sport, ça fait, enfin voilà, après ça peut être de la marche, ça peut être, comme tu dis, du yoga, ça peut être de la gym douce, ça peut être des pilates, ça peut être, enfin tout ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir. Le tout, c'est de s'y tenir et en tout cas, ça a un effet très très positif. J'aime bien la phrase justement que tu dis, prescrire du sport. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu parce que j'étais hospitalisée en clinique. Et en fait, quand on arrive en clinique psychiatrique, directement, on a un médecin qui va nous faire une grosse ordonnance d'anxiolytiques, somnifères, enfin tout. Et on avait une équipe d'infirmières qui surveillait toutes ces prises de médicaments. Et moi, parfois, je ne voulais pas en prendre. Je voulais juste aller. On avait une petite salle de sport. Et moi, en fait, j'avais juste envie de descendre dans la salle et courir et lâcher. Et l'infirmière, à chaque fois qu'elle me voyait descendre, me dit « Mais Isabelle, il ne faut pas faire autant de sport. » J'étais entre prendre un anxiolytique qui est au final un médicament qui va nous soulager sur le coup ou d'aller défouler en train de courir, moi je préfère ça parce que déjà les bienfaits vont être les mêmes. En plus c'est bien pour mon corps, c'est bien pour mon mental et donc ça m'a fait prendre conscience en fait aussi de cette dimension de la médecine douce et de une prise en charge plus holistique, c'est que on a trop de tendance à juste nous prescrire des médicaments. Alors qu'il y a plein de solutions qui peuvent passer et qui en plus sont meilleures sur le long terme. Donc le sport, je le prescris. D'ailleurs, j'ai eu de meilleurs effets que les anxiolytiques. Ça, je peux le dire. Ouais, les anxiolytiques, c'est pas. Ouais, mais c'est la solution rapide, on va dire, et facile. C'est vrai. Écoute, on arrive sur la fin de l'interview. Je crois qu'on a abordé plein de thématiques. On n'a peut-être pas parlé de la concentration. Comment tu fais pour, du coup, toi qui travaillais sur les réseaux sociaux, pour optimiser ta concentration, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, notre capacité d'attention est passée quasiment au-dessous du seuil du poisson rouge. Je crois que c'est en dessous de ça, c'est horrible. C'est un vrai sujet, surtout par rapport à ce que tu dis, les réseaux sociaux, parce que j'ai pris la très mauvaise habitude d'avoir tout le temps mon téléphone à côté. Typiquement, quand t'as une marque sur les réseaux sociaux, t'es toujours en train de regarder si t'as une notification pour répondre, pour être à l'écoute de ton client, ou même maintenant... je suis tellement exigeante avec moi-même, je me dis non mais si j'ai un appel, j'ai un message, il faut que je réponde tout de suite, et en fait... non. J'ai envie de dire non et c'est important aussi de s'accorder un peu l'importance à soi-même, c'est dire alors déjà j'essaye de mettre le côté le téléphone, là je l'ai mis pour pas voir, pour pas être distraite parce que j'aime bien être pressante sur ce que j'ai fait et les téléphones, les technologies malheureusement nous éloignent de la vraie vie. Après, je sais pas si je suis bon exemple pour la concentration, mais en tout cas, on m'avait donné une fois un conseil, c'est si jamais on a du mal à faire des tâches qui durent, on va dire, qui sont de longue durée, il faut commencer à s'entraîner. C'est comme pour les sports. On peut pas vouloir rester 3 heures en train de faire un étude de marché, comme c'est mon cas, si on n'arrive même pas à rester 5 minutes en train de lire un article. Donc je pense que c'est aussi de l'entraînement et c'est ce que moi j'ai fait parce que j'étais en arrêt et en dépression pendant presque 1 an et souvent on perd l'habitude de te concentrer et moi voilà, j'ai commencé avec des petites mandalas et tout et donc je reviens ça au fait il faut s'entraîner, c'est comme tout, la concentration ça s'apprend, donc si on la passe pas grave, tout peut s'apprendre et on commence par des petites choses qui nous font envie, qui nous font du plaisir et après ça arrivera. Justement, le sport, c'est aussi un moyen de développer sa concentration. Selon les sports qu'on pratique, ça demande une haute exigence d'un point de vue concentration. Si on fait du tir, par exemple, se concentrer sur une cible, ou si on fait des sports de précision, en tout cas, ça peut être utile. Alors, de quoi, ça peut être sympa pour les enfants, pour apprendre à se concentrer, là où finalement, on est censé, tout petit, on a une concentration faible, et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on est censé accroître sa capacité à se concentrer sur une tâche. Oui. Ou sur un objectif. Sur un objectif, oui. C'est aussi bien. Ok. Écoute, là, on a vraiment fait le tour de toutes les questions que je pose habituellement sur l'émission, sur le podcast. Qu'est-ce que tu voudrais me dire pour clôturer ce podcast ? Tu sais, c'est la tradition, en fait. Mon invité finit... et on va dire va poser quelque chose qui lui tient à cœur.
qu'est-ce que ça serait, toi? Qu'est-ce qui te tient à cœur de dire aux gens qui nous écoutent? Alors, pour être une vraie fan des podcasts ou des articles et tout, moi, j'ai juste envie de dire que c'est un grand plaisir de pouvoir être ici en train de parler. Mais j'aimerais finir en disant que tout ce que j'ai dit, c'est vraiment mon point de vue. Et si une personne qui se sent identifiée, c'est génial, mais il faut jamais oublier que chacun est différent. C'est bien d'écouter les autres, c'est bien de s'imprégner de bonnes choses ou de mauvais des autres pour apprendre. Mais on est tous différents et il faut jamais se comparer. Et essayer d'apprendre, essayer de garder les bonnes choses. Mais s'aimer à soi-même et essayer de s'appliquer les bons conseils, en tout cas pour soi-même. Je le dis parce que, surtout, je le mets à mon exemple d'entrepreneur. Je sais pas le nombre de fois des podcasts que j'ai déjà dû entendre sur comment bien te prendre, quelle est la bonne posture entrepreneuriale. Et en fait, si je le fais pas, si je coche pas toutes ces cases, je me sens pas à ma place, alors que si, en fait, je suis en train de le faire. Donc, c'est déjà un grand pas. Donc, j'ai envie juste de dire, soyez vous-même, écoutez-vous, écoutez ce que votre corps a envie de vous dire et voilà. Ouais, t'as raison. Il faut aussi suivre son intuition et suivre son chemin, en fait. Tout simplement. Au final, l'avantage de ça, c'est qu'ils sont des podcasts, les réseaux, ça nous permet d'être en contact ou d'apprendre des choses que peut-être avant on pouvait pas parce qu'ils n'étaient pas à notre attente. Mais il faut toujours se rappeler de qui on est et pourquoi on fait les choses pour nous-mêmes. Allez, une dernière question. Si on veut prendre attache avec toi, faire un prochain podcast avec toi, si on veut te contacter, échanger avec toi par rapport à ton projet entrepreneurial, peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés pour t'aider. Comment on fait? Alors, je vous invite à me suivre sur Instagram. Donc, le compte, c'est lahora.fr. Donc, c'est lahora.fr. Et voilà, alors j'essaye d'être aussi un téléphone à côté, mais je réponds assez vite quand même. Oui, t'es présente sur LinkedIn aussi. Aussi, je suis sur LinkedIn, c'est vrai. Donc vous pouvez me trouver Isabelle. Alors c'est à l'espagnol, c'est Isabel. Picazo, Picazo. Voilà. Écoute, merci beaucoup Isabelle. Merci pour le temps que tu m'as accordé dans la ruche. Merci à la ruche de nous avoir accueillis pour faire cette interview. Merci, c'est bon soleil en face de moi maintenant. Et oui, il y a du soleil, c'est vrai, c'est rare. Il fait froid, mais il y a du soleil. Et du coup, à très bientôt. Merci beaucoup. Et encore grand merci. Merci à toi. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.